Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Comment raconter l'horreur de la guerre en Syrie à Alep quand les médias internationaux n'y ont pas accès? Depuis le 24 septembre, sur le compte Twitter de Bana Al-Habed, une jeune fille âgée de 7 ans, les internautes peuvent assister au quotidien de la guerre dans cette ville dévastée. Des vidéos filmées dans l'appartement familial avec le bruit des bombes en fond sonore témoignent de l'enfer. Certains mots, peur, bombardement, paix, reviennent sans cesse sur ce fil info que Bana Al-Habed investit chaque jour. L'enfer d'Alep à travers les yeux d'une enfant, c'est un reportage à lire sur le site internet du journal Le Monde. Bonsoir à vous deux. La politique doit-elle être un spectacle? Le pouvoir exécutif, les acteurs politiques sont de plus en plus les protagonistes d'un grand spectacle permanent, show télévisé, mise en scène de la vie publique, frontière entre l'intime et le public justement de plus en plus fine, moins de distance, plus de proximité virtuelle. Les codes changent. Nous sommes d'accord pour dire que la politique est aujourd'hui un spectacle, mais doit-elle l'être? C'est un fait, comme vous l'avez dit, mais je crois qu'elle doit l'être. Effectivement. Alors attention, entendons-nous bien, parce que derrière le mot spectacle, et je pense qu'on va abondamment en parler, il y a bien sûr la conception très moderne du spectacle, strass et paillettes, et notamment où la télévision joue un rôle très très important. Mais le spectacle aussi n'est pas forcément une approche négative. Moi je pense que finalement presque peut-être de tout temps, à un moment donné, la parole politique a dû se mettre en scène. À partir de ce moment-là, forcément, il y a une part qui relève un peu du spectacle. Alors, évidemment, il y a les dérives actuelles et on va pouvoir en parler. Mais je ne pense pas qu'il faille dénigrer nécessairement l'approche liée au spectacle. La parole politique en a besoin. La politique et la société du spectacle, cher Guy Debord, c'est tout cela? Bon. Voilà, c'est l'image, l'utilisation de l'image est évidemment importante en politique, depuis en tout cas qu'elle existe et qu'elle est si utilisable, parce qu'on a eu des périodes radio, maintenant avec la période audiovisuelle, ce serait dommage de s'en passer, c'est sûr. Ce qui pose problème à l'heure actuelle, et surtout sur l'idée du spectacle, pas dans l'idée du spectacle simplement montré, mais dans l'idée du spectacle justement un peu paillette, c'est peut-être la limite entre la vie privée et la vie publique, qui là est en train de s'effacer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, j'en suis pas sûre. Alors, pour étayer ce que nous venons de dire, ces quelques mots de Régis Debray, ça fait toujours plaisir de citer Régis Debray de temps à autre dans l'émission. Alors, il nous fait remarquer que nous vivons une triple rupture avec le passé. Le livre a fait place à l'image, la parole de séduction succède au discours construit rationnel, et enfin, la référence à l'histoire, son sens passé à venir, s'est dissoute au profit du seul temps qui compte, l'instant. Vous voyez pondre ma question derrière, l'instant, l'instantanéité, notamment dans le traitement de l'information. Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises ici, mais c'est concomitant de l'action politique. Alors moi, je dirais que déjà, le livre se porte très bien, le livre politique en particulier. Hein, donc, Régis, j'aime bien Régis, effectivement. Mais bon, il y a quand même encore cette strate-là qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, bien sûr, l'instantanéité, voilà, les réseaux sociaux, cette modernité qu'est la nôtre fait que les hommes politiques eux-mêmes l'utilisent. Est-ce que ça favorise une mise en scène de la vie politique? C'est ça la question. Évidemment. Alors après, toute la question est de savoir si ces hommes politiques arrivent à fonder là-dessus un discours cohérent du fond, ou s'ils ne versent pas uniquement dans la forme. Et c'est peut-être souvent ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire finalement avoir tellement familier des codes que finalement ils ne renvoient que de la forme. Je crois que la désillusion vis-à-vis du politique ne vient pas tellement du fait que ces gens-là se prêtent à tout un tas d'émissions, parfois même des émissions de divertissement. C'est du fond, c'est du fait que ce discours politique a du mal à s'incarner sur le terrain avec des changements au quotidien. Là est vraiment pour moi le fond de la question. Marie-Jo? Moi, je suis d'accord avec vous, le livre existe, mais il est de moins en moins politique, il est de plus en plus égocentré, magueulitique. Magueulitique. Voilà, c'est moi, c'est ma bien, pomme. bien. Et c'est d'ailleurs des images, enfin des photos en permanence de l'élu ou de celui qui est candidat, qui candidate à une élection quelconque, qui est là. Et c'est vrai qu'on parle
du discours politique, mais jamais d'un discours politique finalement commun à tout un parti. C'est pas le discours des socialistes, le discours des républicains, c'est le discours de François Fillon, de Nicolas Sarkozy, enfin voilà, c'est très très bizarre quand même cette manière de faire. Alors c'est vrai qu'ils sont là, ces livres, qui se vendent d'ailleurs pas tous de la même manière. Oui, il y en a qui se vendent très bien, mais d'autres qui rament terriblement. Et puis après, effectivement, cet instant. Et là, j'ai l'impression que voilà, la personne, le personnage, mais l'humain, prend la place sur le politique. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui ont envie d'avoir un personnage humain qui me ressemble. Je voudrais que nos élus soient aussi des élites. Vous voulez un phare. Une espèce de Charles de Gaulle, donc, qui de sa stature très hiératique... Vous voyez, tout le monde critique sans arrêt les énarques. Moi, je n'ai pas fait l'ENA, et je trouve que quand on a fait des hautes études et qu'on est capable de diriger des grandes administrations, des grands pays, eh bien, voilà, votre place est là parmi les élus. Je n'ai pas du tout envie de vous voir jouer au foot et manger des pâtes. Alors, sinon, on ne va pas revenir jusqu'au général de Gaulle, quoique nous pourrions, si nous évoquons également Mitterrand et d'autres, je pense à Mitterrand parce que c'est 14 années de Mitterrand, forcément, ça marque. Et c'est important. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, mais juste, est-ce que vous pouvez imaginer François Mitterrand dans une télé-réalité, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais dans une mise en scène de l'intime, comme c'est le cas depuis quelques temps. Il y a d'ailleurs une émission de télé-réalité sur une chaîne concurrente où on voyait des personnalités politiques essayer de ressembler. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'était la baseline de l'émission aux vrais gens. Déjà, ça, c'est terrible. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un comme François Mitterrand, De Gaulle, Pompidou, allez, même Jacques Chirac se prêter à l'émission Ambition intime sur une chaîne privée récemment? Évidemment non, parce que la monarchie républicaine à la mode française, telle qu'elle existait particulièrement encore à cette époque-là, nécessitait que l'homme politique se pose un peu au-dessus de la mêlée. Depuis, évidemment, les temps ont énormément Alors, évolué. qu'est-ce que ça dit de la société contemporaine, tout moi, cela? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la monarchie, justement. Parce que justement, les familles royales ont toujours été extrêmement médiatisées. Ceci, c'est vrai, Giscard invitait les gens pendant que... Il s'invitait chez les gens avec les caméras. Regardez, il y avait un magazine d'ailleurs qui était... Enfin, il y a toujours un magazine qui est spécialiste de ça, des familles, des têtes couronnées, alors que les politiques n'étaient pas là-dedans. Et c'est effectivement à partir... Bon, alors De Gaulle a mis un petit peu Yvonne en scène, mais à partir de Giscard qu'on commence vraiment à mettre la famille en scène, comme si on était une famille. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les lecteurs. Voilà, effectivement, vous avez raison. L'idée, c'est de dire, je suis, on connaît le président normal. Finalement, ça avait déjà été lancé finalement un peu plus tôt. Voilà, on va chercher les lecteurs au plus proche. Quitte à ce que la parole politique, encore une fois, finissent par se diluer. On va sans doute trop loin. Moi, à l'émission que vous évoquez sur M6, sincèrement, je ne vois pas grandement l'intérêt d'aller mettre un politique sur un canapé. Sans contradicteur, voilà, d'ailleurs. C'est ça. Parce que, vive le service public, vous avez le divan de Marc-Olivier Fogel, qui doit, je crois, avoir une nouvelle saison prochainement. Là, on a quand même quelque chose d'assez particulier. On est dans l'intime, on est dans quelque chose même de psychologisant, mais on a quand même un intervieweur qui pose le doigt là où potentiellement ça peut faire mal. Et on apprend des choses. En Corse, est-ce que vous trouvez que les élus, que nos hommes politiques jouent avec cette frontière-là, l'intime et le public? Sur les réseaux sociaux, notamment. Voilà, on a vu que sur les réseaux sociaux, il y avait de temps en temps une grand-mère, un frère, un père qui apparaissaient. Mais pour l'instant, on ne joue pas de la même manière. C'est dû à la proximité? Je pense que c'est dû à la proximité, parce que c'est vrai que l'homme politique qui est au niveau vraiment national, très haut niveau, lui a besoin de cultiver cette proximité en donnant un peu de cette intimité. Je pense qu'à un échelon local, que ce soit en Corse ou même sur d'autres territoires, ce ressort est moins nécessaire. Moins de communication politique, en tout cas de communication mettant en scène l'intime chez les hommes politiques insulaires. Juste pour le petit clin d'œil, au moment où sort les lettres à Anne, la correspondance de François Mitterrand avec Anne Pinjot, sort un livre terrible sur le quinquennat de François Hollande. Alors je pense que ça dit beaucoup de la psychologie quand même du personnage, qu'à un moment donné, il n'arrive pas à se retenir. Il parle en permanence à des journalistes, on arrive à quelque chose d'aberrant. Alors on nous dit que finalement, peut-être que ce livre est sorti plus tôt que ce qu'il aurait dû, mais alors là, en termes de façon de désacraliser la fonction, désacraliser la parole politique. La parole et la fonction, ça va très loin. Vous connaissez la règle de l'émission, 40 secondes pour répondre à cette question. Vous l'avez fait en partie, mais on aime bien résumer l'instantanéité de l'information. On aime bien le faire, nous aussi, pendant le 20h. Alors, la politique doit-elle être un spectacle? Doit-elle être un spectacle? Marie-Jo, c'est avec vous que je commence.
Alors, le spectacle de meeting à l'américaine, oui, bien sûr, pourquoi pas, c'est normal. C'est vraiment là où le discours politique va passer. Par contre, cette intrusion dans la vie privée, le fait de trop parler, d'écrire des livres qui ne regardent finalement personne, je trouve que c'est finalement se manquer de respect à la profession, désacraliser complètement cette profession. Et je pense qu'en tant que votant, on n'a pas besoin d'hommes ordinaires, on a vraiment d'hommes extraordinaires, de vrais leaders. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt néfaste à cette image-là. Alors en plus, quand la famille intervient ou quand on entre dans ces émissions d'infotainment, donc qui mélangent l'information et le divertissement, on peut se brûler vraiment. On n'a pas besoin d'un président normal, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, on veut quelqu'un d'exception. Alors, je ne sais pas si vous pourrez m'indiquer l'adresse de la fabrique à hommes d'exception. Je ne crois pas qu'elle se situe du côté de l'ENA. Pas tout à fait certain. Non, bon, bah voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une parole politique qui a besoin, à un moment donné, d'être mise en scène. Les excès, on les connaît. Moi, là où je me diffère peut-être un tout petit peu de Marie-Jo, c'est que je suis quand même assez intéressé à savoir qui se cache derrière le message. Je crois que ça a une véritable importance. Et c'est en ça que certaines émissions qui donnent à livrer un peu d'intime, mais de l'intime maîtrisé, pas au niveau du trottoir, peut être intéressante pour les lecteurs. Parce qu'après, ces hommes-là, ils ne sont pas qu'une idée politique, ils sont au pouvoir et leur façon d'envisager les choses, leur propre personnalité, peut avoir une influence sur les décisions qu'ils prendront. Il y a un très bon bouquin en ce moment du docteur Coomer, qui est sorti il y a un moment, c'est l'histoire de France revisitée sur le divan. Je vous assure, vous vous rendrez compte que nos grands monarques, des grands hommes dont vous parliez, mais les grands hommes dont vous parlez finalement, eh bien voilà, il y a des ressorts psychologiques derrière tout ça. Juste, il nous reste encore quelques secondes. Alors on va un petit peu glisser de notre débat, quoique. Est-ce que vous avez le sentiment que les hommes politiques actuels, y compris en Corse, manquent de grande rhétorique, de souffle lyrique? Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des grands discours? Des grands orateurs, des grands discours. Des grands discours. Pourtant, plus il y a de monde pour écrire ces discours et plus ils sont creux. C'est quand même étonnant. Hein. Est-ce qu'on a encore de grandes causes? Oui, il y en a, évidemment. Mais quoi que c'est une question pour le prochain débat de Pendant le 20h. Est-ce qu'il existe encore de grandes causes? Hashtag PL20H, hashtag Pendant le 20h. Donnez vos arguments, débattez. Nous récupérerons tout ça et nous proposerons un débat. Voilà, la prochaine fois. C'est vrai qu'il y a un clivage entre les partis de plus en plus flou. Oui, et voilà. Et ce sera un autre débat. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet-là. Et à bientôt. Direction la Grèce et la ville de Oréo-Castro, dans le nord du pays, qui accueille 10% des 59 000 migrants et réfugiés bloqués depuis la fermeture de la route des Balkans. Des parents d'élèves ont décidé de donner une leçon de xénophobie en refusant que les enfants de migrants soient intégrés dans le système scolaire. Et le journal Éphémérida a fustigé cette démarche en titrant avec une écriture d'enfant sur un cahier d'école, nos grands-parents des réfugiés, nos parents émigrés et nous racistes, se faisant ainsi le miroir d'une société grecque à la dérive. Bonsoir messieurs, hâtez-vous. Festina lente, disait le Exactement. poète. Hâtez-vous lentement. Bonsoir Daniel Arnaud, philosophe, écrivain. Philippe Olivier, enseignant, éditeur. C'était vous, cette vie d'éditeur, mon cher Philippe. C'était une autre vie. C'était autrefois ailleurs. Oui. Alors, chaque soir, nous essayons de confronter les opinions, ou si ce n'est confronter, en tout cas, apporter des éléments de réponse à une question, à la question du 20h. Le politique a-t-il encore du pouvoir ? Pourquoi cette question ? Tout simplement parce que nous entendons ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années même dans le débat public, plusieurs expressions, inefficacité, décisions lentes, trop loin des préoccupations des réalités du terrain. Évidemment, nous parlons des sociétés démocratiques, quand on parle de pouvoir politique et de liberté. Et messieurs, avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire réagir, particulièrement vous, mon cher Daniel, le philosophe, sur cette formule de Max Weber. Le pouvoir politique, c'est le monopole de la violence légitime. C'est le monopole de la violence légitime. Alors c'est vrai que c'est une définition classique, mais dont je me méfie un petit peu. Et c'est pour ça que je quand même, vous faire parce réagir. que l'État, le pouvoir politique comme monopole de la violence légitime, il ne faut
n'aimerais pas que ça puisse servir à légitimer, par exemple, des services, des États dictatoriaux, des tyrannies qui, justement, inscrivent la violence dans un cadre légal, dans un cadre étatique, mais pour tyranniser le peuple et l'oppresser et supprimer les libertés. Et inversement, moi, je préfère quand même une autre formule qui date de la Révolution française. Face au despotisme, l'insurrection est le plus sacré des devoirs, ce qui légitime les résistances, justement la violence qui ne vient pas de l'État, mais du peuple qui se ressaisit de la société, des enjeux de société, quelquefois par la résistance armée, comme on l'a vu sous l'occupation, à la période 1940-1944, quand un pouvoir devient tyrannique. Alors, c'est très important. Dans des sociétés démocratiques, Philippe Olivier, selon vous, le politique a-t-il encore du pouvoir ? Je dirais non aujourd'hui, parce que le politique a sa place, son rôle, mais on voit très bien que c'est l'économie et l'économie mondialisée qui prend le dessus, c'est-à-dire les fonds de pension, c'est-à-dire sans être conspirationniste, les Bilderberg ou les grandes réunions de Davos. C'est évidemment la Troïka qui a fait autant de mal en Grèce et qui a imposé au gouvernement le drastique de ces solutions. Donc, je rappelle, la Troïka, c'est la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international et la BCE, la Banque centrale européenne. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, le politique démocratique, parce que dans une dictature, on en reparlera, il y a d'autres formes de coercition de leur pouvoir, qui est notamment l'embargo. Mais dans les républiques démocratiques, parfois démocratures, comme on a dit de la Russie, je pense que c'est l'économie qui prime et que les gouvernants sont soumis à la bourse, sont soumis aux grandes fluctuations des crises. Alors, Daniel, vous qui croyez aux politiques, vous l'avez écrit, vous y croyez. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus, justement. Je n'y crois plus. Désenchanté. L'économie a pris le pas. La finance mondialisée a pris le pas sur la décision politique. Oui, ce n'est pas là-dessus que je m'opposerai à mon contradicteur sur le principe, mais là-dessus, on a un point d'accord, parce que bon, ça me fait quand même penser... On n'est pas obligé de tomber dans la caricature de la contradiction. Évidemment, on nourrit cette question. Évidemment. Et par rapport à cette question, je pense toujours, ça remonte à quelques années, mais à quelques décennies, il faut se rappeler de Lionel Jospin, qui répond aux ouvriers qui sont sur le carreau à Michelin, l'État ne peut pas tout. C'était à la fin des années 1990, parce qu'effectivement, on commençait vraiment à parler de cette mondialisation économique, financière, avec des multinationales, des transnationales sur plusieurs continents, quelquefois, qui ont des budgets plus importants que certains États, y compris que certains États comme la France. Donc effectivement, le politique, il est démuni. Et moi, je ne parle même plus de démocratie. Je rejoins l'observation de Cornelius Castoriadis, le philosophe des années 70-80, qui parlait d'oligarchie libérale et non plus de démocratie. La démocratie par commodité de langage, mais la démocratie, c'est terminé. Alors, quand je vous entends, Daniel, est-ce que ce discours-là, l'oligarchie, ce discours qui revient, ça nourrit pas finalement... c'est terrible, mais ça nourrit pas les populismes, notamment en Méditerranée. On voit bien que la parole populiste est de plus en plus forte. Est-ce que ce ne sont pas ces discours ? C'est un l'oligarchie. risque. Vous croyez vraiment que nous sommes en oligarchie ? C'est un risque. Oui, nous sommes en oligarchie et je serais tenté de dire... Et ça nourrit le populisme, Philippe ? Moi, je répondrais que non, s'il y a un contrepoids, c'est-à-dire non seulement une gauche qui dit les choses comme Jospin, là c'était clair, il a dit non, on ne peut pas tout. C'est très bien. Et une droite aussi qui assume, assume ses positions plus libérales, c'est ça que vous voulez nous dire ? Non, pas du tout. D'accord. Une gauche qui dit pas oui à tout, pas une gauche de gouvernement comme on a aujourd'hui, ou une droite qui s'incline devant l'Europe, qui s'incline devant Mme Merkel, mais plutôt une Europe des peuples, une Europe sociale, où on peut renégocier les traités sans sortir comme les Anglais avec le Brexit. Alors, c'est-à-dire avoir le poids, de la France, qui est quand même la deuxième roue de cette charrette à deux roues, puisque les Anglais sont partis, dire on existe, on est 67 millions, on est un pays bien important, Mme Merkel ou son successeur, c'est pas vous qui décidez tout. Donc s'il y a un politique qui porte fort la parole de la contestation, et donc là le politique, c'est paradoxal, mais là le politique a encore... réhabilité la parole politique, c'est ça pour des politiques, des hommes politiques et des femmes politiques qui ont dit tout et n'importe quoi. Soyons pas dupes, parce que finalement, Daniel, le philosophe, l'observateur attentif de la vie politique que vous êtes, l'homme politique, la parole politique, est-ce que finalement,
on n'est pas tenté de penser que ça va aller forcément de déception en déception. Est-ce que les promesses peuvent être tenues? C'est cette question terrible de la période électorale et de la période de gouvernance. Mais c'est au cas par cas, mais d'une manière générale, on ne peut aller que de déception en déception. Moi, je ne crois pas trop dans des mouvements politiques ou des partis politiques qui peuvent vraiment servir de contrepoids, parce que déjà le pouvoir corrompt. Donc souvent les premiers contestataires, une fois qu'ils sont au pouvoir, ce sont même quelquefois les premiers tyrans ou les premiers autocrates. C'est un risque aussi. Je n'y crois pas trop. Et je pense que de toute façon, la balle est dans le camp des politiques. On a beaucoup de chantage depuis le 21 avril 2002, chantage aux citoyens, chantage aux électeurs. Sur le fait que le Front National sera... Voilà, si vous ne votez pas pour nous, eh bien, vous aurez pire que nous. Eh bien, moi, j'en ai assez de ce chantage. Je refuse le chantage. En tant que citoyen, en tant qu'électeur, en tant que philosophe aussi, je refuse d'être pris en otage. Et je dis aux politiques, ce n'est pas à moi, électeur, de vous suivre par la peur ou par cette espèce de chantage. C'est à vous de me convaincre. Et si il y a pire que vous, eh bien, c'est de votre faute. Ce n'est pas de la mienne. Et moi, je refuse la promesse, parce que justement, le verre est dans la question. Ce n'est pas des promesses dont il faut, ou qu'il faut. C'est dire vraiment, voilà la situation, voilà où on va aller. C'est un pragmatisme, mais qui peut être aussi enchanteur, parce qu'on ne dit pas moi président, je vais combattre la finance et les banques pour faire l'exact contraire. C'est ça qui mène au populisme, et c'est ça qui mène aux extrêmes, notamment extrême droite. C'est là où il y a eu une trahison de la parole politique. Mais la parole politique, on en parlera bientôt dans un autre débat sur justement les Nuits debout, les Podemos, les Syriza, les jeunes, ils veulent autre chose. La jeunesse, elle veut qu'on leur raconte une histoire. Philippe, pardon de vous couper, vous avez 40 secondes, vous savez. On reviendra tout de suite sur toutes ces questions. Oui, ça va très vite. 40 secondes pour résumer votre pensée. C'est avec vous, Daniel, que je commence. La question, vous la connaissez. Le politique a-t-il encore du pouvoir aujourd'hui ? Alors, je ne le pense pas vraiment. Je ne crois plus trop dans l'action politique. Je l'ai écrit dans un livre, La République a-t-elle encore un sens ? Justement, je pense qu'on est dans une ère post-républicaine, plutôt dans... J'utilise souvent l'image du labyrinthe. On est dans un monde labyrinthique, où tout devient enjeu de pouvoir, de réseau d'influence, avec une certaine opacité qui est le contraire de la transparence et de la démocratie, justement. Donc, je ne crois plus trop dans l'action politique. Et du point de vue des citoyens, je serais même, en tant que philosophe, plutôt pour défendre une éthique du désengagement. Si vous n'êtes pas convaincu par un homme politique, n'ayez aucune honte à voter blanc ou à vous abstenir. Philippe, réenchantez-moi tout ça. Allez. Oui, parce que paradoxalement, même si je disais que le politique était dominé par l'économie, il y a aussi la parole vraie. Et la vérité de la parole politique peut permettre notamment de ne pas promettre n'importe quoi, de ne pas dire qu'on est tout puissant alors qu'on est soumis à des forces qui nous dominent, donc on a vu l'économie et la globalisation, et vraiment de dire aux gens, voilà ce qui est possible de faire. Pas de les tromper et d'agiter le bâton du lendemain où tout sera gratis, on rasera gratis, uniquement pour être élu. Dire, voilà, on a un programme, donc je pense effectivement à une démocratie participative, où tous les citoyens votent et sont régulièrement consultés. Merci à vous deux d'avoir répondu à cette question. Les regards de la philosophie et des lettres aussi étaient intéressants. Merci vraiment à vous deux. Ces derniers jours, nous vous avons proposé des rediffusions de Pendant le 20h. Ce soir, il s'agissait d'une émission spéciale politique, décryptage de la communication politique. Je vous retrouverai avec plaisir demain avec de nouveaux débats et des invités événements.